Vous regardez Al24 News. Bonsoir à tous à la une de ce dimanche 12 décembre 2021. Report de la publication de la liste définitive à la présidentielle en Libye. La haute commission électorale a expliqué qu'elle va adopter une série de mesures judiciaires et légales avant de la publier. Tornade aux États-Unis, une dévastation historique dans 6 États. Au moins 85 personnes ont perdu la vie et les dégâts matériels sont considérables. Référendum en Nouvelle-Calédonie, le non à l'indépendance de cet archipel français stratégique du Pacifique Sud l'emporte avec 185 000 électeurs sur fond d'abstention record. Sport, Formule 1, Max Verstappen a enfin remporté le Grand Prix d'Abu Dhabi. À 24 ans, il est sacré champion du monde pour la première fois. Prévu le 6 décembre, la publication de la liste définitive des candidats à la présidentielle libyenne a été reportée. L'annonce est faite par la Haute Commission nationale électorale libyenne. Les raisons invoquées relèvent plus de l'ordre technique que de l'ordre politique. Les précisions de Leila Gartal. L'annonce était effectivement attendue le 6 décembre, mais a tardé à venir. À moins de 2 semaines du rendez-vous électoral, la Haute Commission électorale libyenne annonce que la liste des noms ne sera pas dévoilée de sitôt. Les raisons invoquées sont la volonté de s'assurer que toutes les voies de recours soient dûment épuisées et que, je cite, ces décisions soient conformes au jugement rendu. Ces raisons peuvent constituer en effet une raison valable de report, mais sont-elles réellement la seule raison pour que cette liste prenne plus de 2 semaines à être connue après la validation des derniers recours, des appels et des décisions de tribunaux? Ou ce report cache-t-il quelque chose de plus important derrière? Pour comprendre, un rappel s'impose. Le 24 novembre dernier, la commission électorale du pays a annoncé une liste préliminaire de 73 candidats à la présidence, dont 25 exclus. Après, les recours des noms comme celui de Saif al-Islam al-Kadhafi a été rétabli, mais depuis, on n'en sait pas plus sur la liste définitivement établie et les noms retenus. La commission craint-elle des réactions inattendues avant d'annoncer le début de la campagne électorale présidentielle et donc la liste définitive des noms? Quoi qu'il en soit, les retards d'annonce et les demandes de report successives du scrutin dans sa globalité jettent le discrédit sur ces élections présidentielles et font redouter le scénario de 2014 d'une division de la Libye en 2 blocs. En Afrique, toujours le 60e sommet de la CEDEAO s'est ouvert aujourd'hui à Abuja, au Nigeria. Au menu, la situation au Mali et en Guinée, mais aussi la lutte antiterroriste. Les détails avec Amin Touta. Un 60e sommet de la CEDEAO pour les dirigeants ouest-africains à Abuja, au Nigeria, où il sera question des dossiers sécuritaires dans la région, mais aussi les derniers développements en Guinée et au Mali. Bamako a été suspendu de l'organisation intergouvernementale après le coup de force survenu au mois de mai 2021, entraînant la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Un scrutin présidentiel et législatif est prévu dans le pays le 22 février 2022. Situation similaire en Guinée qui a vu son adhésion suspendue depuis le mois de septembre après la destitution d'Alpha Condé. We are required to take informed decisions. Sur le plan développement et économie, la CEDEAO revient sur l'ancien dossier de la monnaie unifiée. L'institution continentale avait déjà mis en place lors du dernier sommet une feuille de route pour faire avancer le processus de la monnaie unique ECO. Projet adopté par les membres sur 2 phases de réalisation. Pour rappel, la monnaie unique dans cette région était un projet depuis plusieurs décennies qui n'a pu être réalisé pour plusieurs raisons. La question de la réouverture des frontières sera aussi à l'ordre du jour avec une évaluation sanitaire et sécuritaire de la situation.
Sécurité, toujours une explosion s'est produite hier samedi au sud de la Somalie. Au moins une personne a été tuée et 4 autres ont été blessées. La bombe a été placée à proximité d'un café populaire au centre de la ville de Jowhar. Le mouvement Al-Shabaab a revendiqué dans un communiqué la responsabilité de cet attentat. Profil bas pour cette première visite officielle avec dans l'ombre la question iranienne. Le Premier ministre sioniste Naftali Bennett était attendu dans l'après-midi aux Émirats arabes unis. Une visite officielle rendue possible par la normalisation, je vous le rappelle, en 2020 des relations diplomatiques entre l'État sioniste et le pays du Golfe. Tinhin al-Makassi. C'est par une première visite officielle et pompeuse que le Premier ministre de l'entité sioniste, Naftali Bennett, vient sceller sa toute nouvelle idylle avec les Émirats arabes unis. Bien que cette idylle soit toute jeune, ses enjeux sont d'une importance capitale pour l'entité sioniste, qui ne cache pas ses ambitions expansionnistes et hégémoniques au Moyen-Orient. La normalisation des relations entre l'entité sioniste et les pays arabes, en particulier les pays du Golfe, sont d'une importance capitale pour l'État colon et sa principale alliée, à savoir les États-Unis d'Amérique. Les contrôles des voies maritimes, que ce soit en Afrique ou dans le Golfe Persique, sont un enjeu majeur pour l'entité sioniste, qui fait de chaque nouvelle normalisation dans les pays arabes une véritable campagne publicitaire et d'influence pour ouvrir le bal au suivant. Par ailleurs, cette visite intervient au moment où les négociations pour sauver les accords du nucléaire iranien ont repris à Vienne entre Téhéran et les grandes puissances. Dès l'annonce de la reprise de ces pourparlers, l'entité sioniste n'a pas caché sa colère, ainsi qu'à prendre des mesures concrètes contre l'Iran. D'ailleurs, l'animosité envers Téhéran est un grand point commun entre les Émirats arabes unis et l'entité sioniste. C'est sous l'impulsion de l'administration Trump que cette normalisation a été signée. Depuis la victoire de Biden, il a mis en place d'une nouvelle administration qui se dit radicalement différente des décisions de Trump. Les feuilles de route diplomatiques de ce dernier continuent à être suivies. Et s'agissant du nucléaire iranien, les États-Unis disent avoir lancé des préparatifs en cas d'échec de la diplomatie pour régler le problème, signalant que Washington ne croit plus au succès des discussions qui ont repris à Vienne. Analyse de la situation avec Sofiane Balodi. La reprise des négociations sur le nucléaire iranien, suspendue depuis quelques années, n'a pas fait baisser les tensions. Du Moyen-Orient à l'Asie centrale, en passant par le Golfe arabo-persique, plusieurs fronts risquent de s'embraser si les menaces sionistes récurrentes contre la République islamique venaient à se concrétiser. Depuis un moment déjà, les deux puissances se font face sur plusieurs théâtres d'opérations. Des guerres par proxy et des alliances disparates sont tissées par chacune des parties, se préparant à une confrontation certaine, selon plusieurs analystes. Les menaces sionistes et américaines sont en effet récurrentes, même à l'ère post-trumpiste. Une évolution sans précédent a été l'intégration au commandement américain du Moyen-Orient, CENTCOM, de l'armée sioniste. Des passages à l'acte violents ont été enregistrés. On se souvient de l'assassinat du général Qasem Soleimani en Irak ou du sabotage du réacteur nucléaire de Natanz en Iran. Une offensive contre l'Iran risquera en effet de bouleverser plusieurs zones de tension. Du front syro-libanais, où la République islamique est très présente, notamment depuis 2014, jusqu'au Caucase, où l'Azerbaïdjan constitue une localisation de choix pour le dispositif sioniste en Asie centrale, notamment après la débâcle de l'armée arménienne l'année dernière, facteur accentué par le conflit frontalier entre Bakou et Téhéran. Le Golfe arabo-persique constitue pour sa part une zone de potentiel embrasement. Plusieurs incidents ont été enregistrés dans ce registre. Un facteur aggravant est la nouvelle alliance entre les Émirats arabes unis et l'entité sioniste, notamment dans le contrôle du Sud-Yémen via un blocus maritime ainsi qu'à travers une présence militaire dans l'île de Socotra. Par extension, d'autres espaces menacent de s'embraser, notamment en cas de participation directe des USA dans une guerre contre l'Iran. L'atmosphère pour le moins tendue ne favorise pas les objectifs affichés de paix et de stabilité au Moyen-Orient, plus que jamais au bord du précipice. Au Yémen, au moins 5 personnes auraient été tuées dans l'explosion de 2 véhicules civils dans le gouvernorat d'El Djouf, dans le nord du pays. Selon 2 communiqués de l'Observatoire des droits de l'homme non gouvernemental au Yémen, les 2 véhicules ont explosé suite à leur passage sur des mines anti-véhicules.
Et 3 personnes sont mortes et 6 sont portées disparues après une explosion qui a touché plusieurs immeubles dans la ville de Ravanusa, en Sicile. Selon un bilan révisé dimanche des autorités locales, 2 femmes ont été retrouvées vivantes sous les décombres par les secours aidés par les chiens de détection. La sécurité civile locale a indiqué sur sa page Facebook que le bilan était de 3 morts et non 4 comme elle l'avait indiqué précédemment. La secrétaire d'État américaine adjointe chargée de l'Europe, Karen Donfield, se rendra en Ukraine et en Russie la semaine prochaine pour des discussions sur l'escalade militaire à la frontière entre les deux pays. Les États-Unis, qui ont renouvelé samedi lors de la réunion du G7 à Liverpool, leur rappel à la Russie en vue d'une désescalade des tensions avec l'Ukraine, assurant que les grandes puissances occidentales étaient prêtes à intervenir en cas d'attaque. Moscou, de son côté, a toujours réfuté une quelconque préparation à une attaque contre l'Ukraine. Et au chapitre santé, en Autriche, une nouvelle mobilisation contre la vaccination obligatoire a réuni des dizaines de milliers de manifestants. À partir du mois de février, vous le savez, les résidents autrichiens âgés de 14 ans et plus devront être vaccinés sous peine d'une amende de 600 €. Naïla Hamouda nous en dit plus. Des mots forts, banderoles, pancartes à la main pour exprimer leur colère. Des milliers de personnes sont sorties dans les rues de Vienne en Autriche pour dire non à la vaccination obligatoire. Ils rejettent le confinement de ceux qui refusent toute injection. Selon la police, pas moins de 44 000 personnes étaient présentes. Au total, 24 rassemblements distincts étaient prévus dans la capitale autrichienne. Le parti d'extrême droite FPÖ organisant notamment une méga manifestation à 2 pas du palais Hofburg. Le confinement en vigueur dans le pays depuis 3 semaines prendra fin ce lundi. La levée des mesures de lutte contre le coronavirus ne concerne que les personnes vaccinées et celles qui se sont rétablies du Covid-19. Les non-vaccinés demeurent, eux, interdits de sortie. Dès dimanche, les théâtres, les musées et le secteur des loisirs pourront à nouveau ouvrir leurs portes. Les magasins suivront lundi. L'Autriche est le premier pays européen à avoir rendu la vaccination obligatoire. À ce jour, plus de 70% de la population s'est faite vacciner. Si ce taux est en augmentation, il est encore loin des objectifs escomptés. Et puis, 2 cas de variant Omicron ont été détectés sur l'île Maurice chez une personne revenant d'Afrique du Sud et une autre dont le conjoint a séjourné dans ce pays, a annoncé vendredi le ministre de la Santé. Les 2 patients, je cite, positifs au variant Omicron étaient asymptomatiques durant le suivi médical. Ils sont restés sous surveillance et les tests effectués jeudi se sont révélés négatifs. Ils sont déjà rentrés chez eux, a détaillé le ministre de la Santé lors d'une conférence de presse. Et autre cas de contamination au variant Omicron détecté à Taïwan. Cette fois-ci, les autorités sanitaires taïwanaises ont annoncé samedi avoir recensé la première infection au nouveau mutant du coronavirus Omicron chez une passagère en provenance d'Afrique. Le centre de commandement central des épidémies de Taïwan a déclaré que la patiente était une trentenaire taïwanaise revenue le 8 décembre du royaume d'Eswatini, situé entre l'Afrique du Sud et le Mozambique. Elle a été placée en quarantaine dans un hôpital et les passagers qui s'y trouvaient avec elle à bord du même avion n'ont pas été infectés. Et direction l'Asie, un policier a été tué, un autre blessé au Pakistan des suites d'une attaque perpétrée par les talibans locaux. Les 2 policiers qui escortaient une équipe de vaccination contre la polio ont été surpris par 2 hommes à moto qui ont aussitôt ouvert le feu. Une attaque qui intervient un jour seulement après la fin d'un cessez-le-feu en vigueur depuis un mois. Et puis ces images pour le moins impressionnantes aux États-Unis, plusieurs tornades dévastatrices ont tout balayé sur leur passage, une véritable tragédie. Au moins 85 morts ont été enregistrés et c'est sans doute l'État du Kentucky que les tornades ont frappé le plus fort. Vendredi, des lotissements entiers ont disparu et des trains ont déraillé sous la force des vents.
là où tout n'a pas été emporté. Des habitants errent au milieu des débris de leur maison, cherchant ce qu'il y a à sauver. De son côté, le président américain Joe Biden a déploré, dit-il, l'une des pires séries de tornades de l'histoire des États-Unis. L'enquête sur l'attaque du Capitole le 6 janvier dernier se poursuit. Un tribunal a autorisé le transfert au Congrès de documents qui pourraient impliquer Donald Trump, l'ancien président américain, dans l'attaque de ses partisans contre le Capitole. Le tribunal, lui, laisse toutefois 14 jours pour adresser un recours à la Cour suprême des États-Unis. Plus de 300 témoins ont déjà été entendus dans cette affaire. Des dizaines de milliers d'Argentins sont descendus dans les rues de la capitale Buenos Aires pour manifester leur colère. Ils s'opposent à l'accord de restructuration de la dette que le gouvernement argentin négocie avec le Fonds monétaire international, le FMI. Faute d'accord, l'Argentine devra rembourser dès l'année prochaine 20 des 44 milliards de dollars prêtés par le FMI en 2018 à l'administration de Mauricio Macri. Je vous le disais en titre, troisième et dernier référendum d'autodétermination en Nouvelle-Calédonie. Le non à l'indépendance l'emporte dans cet archipel du Pacifique annexé par la France en 1853. Ce rendez-vous électoral était marqué par une abstention record des partis kanak. Amin Touta. Le non a dit son dernier mot à l'issue de la troisième et dernière consultation électorale en Nouvelle-Calédonie. Les habitants de l'archipel se sont exprimés pour la troisième fois depuis le début du processus référendaire en 2018. Cet ultime vote était marqué par un taux d'abstention très élevé après la décision des partis indépendantistes de boycotter les urnes en raison d'un rejet judiciaire de la demande du report du scrutin par les partis kanak qui jugeaient que les conditions n'étaient pas réunies pour organiser la campagne électorale et le déroulement du référendum. Ce département du Pacifique, la Nouvelle-Calédonie, a été annexé à la France depuis 1853 et considéré par le Comité de décolonisation des Nations Unies comme un territoire lié par un processus d'autodétermination. L'archipel avait connu des tensions violentes au milieu des années 80 entre les partis kanak et les Caldoches, population descendante des colons européens. Des événements qui ont mené à des négociations entre l'administration métropolitaine et les partis kanak. Entre l'administration métropolitaine et les indépendantistes, conclus sous le nom des accords de Nouméa 1988. Une entente qui visait à consulter la population sur le sort de l'île. Au chapitre économie, la coopération économique entre l'Algérie et la Croatie à l'affiche de l'actualité justement économique. Les patronats des deux pays ont tenu un forum d'affaires organisé par la Chambre algérienne de commerce et d'industrie et présidé par leurs chefs de diplomatie respectifs. Kherden Batash. La diplomatie économique algérienne se met une nouvelle fois en ordre de marche via le forum d'affaires algéro-croate, organisé par la Chambre nationale de commerce et d'industrie, présidé par le chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Lamamra, et son homologue croate, Gordon Grilic. Je considère que cet événement est de bon augure, car il s'inscrit en droite ligne avec les orientations de l'État algérien quant à l'activation des mécanismes de la diplomatie économique, qui elle-même accompagnera la renaissance économique que vit l'Algérie. Cela va également nous aider à imposer la présence de l'économie algérienne qui se revitalise sur le plan international, mais également à tirer pleinement profit de toutes les circonstances qui lui sont favorables. D'emblée, le décor est planté. Alger et Zagreb entendent faire de leur futur partenariat un modèle du genre, notamment dans les secteurs qui peuvent paver la voie à une relation sérieuse et durable. J'accorde la plus haute importance à cette visite ministérielle, la première en son genre, qui vient d'affirmer la forte volonté du côté croate et de renforcer les relations entre les deux pays. Il s'agit d'un important pas de fait pour mon pays en vue de densifier les liens politiques et économiques avec l'Algérie.
Qu'il s'agisse de tourisme, d'agriculture, d'industrie navale ou encore de TIC, 11 entreprises croates représentées par leur patronat font savoir qu'elles répondront présent à la main tendue de l'Algérie, dont le potentiel économique n'est plus à démontrer. Le forum d'affaires algéro-croate a débouché sur la création d'un conseil d'affaires bilatéral qui se chargera de transformer en projet les différentes opportunités d'affaires identifiées des deux côtés. À l'heure où la Méditerranée fait l'objet de toutes les convoitises, Alger affirme via cet événement sa ferme intention de diversifier ses relations économiques avec des pays de l'Union européenne et se positionne en interlocuteur incontournable quant à l'accès aux marchés africains. Et en marge de cet événement, justement, le ministre croate des Affaires étrangères et européennes a visité une exposition de produits du terroir algérien. L'occasion pour lui de s'exprimer et d'exprimer son admiration face au savoir-faire des artisans locaux. Je vous propose de l'écouter, il était au micro de Khairden Batash. J'apprécie beaucoup ce genre de produit qui est fabriqué de façon artisanale et pour lequel j'ai beaucoup de respect, car il est vraiment rare d'en trouver de nos jours. C'est pourquoi j'ai décidé de me procurer un article, non seulement en guise de souvenir, mais surtout pour pouvoir bénéficier d'un produit issu du savoir-faire algérien.